Joindre pour notre rendez-vous culturel et livresque, Culture l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Retirer de l'ébullition du quotidien le fait marquant qui constituera des années plus tard le témoignage d'une époque, c'est tout l'art de la chronique et c'est ce que nous allons explorer ce soir avec mes invités. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Belkacem Ahsen Jaballah. M. Jaballah, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, notamment d'un remarquable dictionnaire de citations algériennes. Vous animez aussi, vous avez créé et vous alimentez le site almanach.com, qui est une véritable bibliothèque en ligne sur tout ce qui concerne la production littéraire, économique, sociologique de l'Algérie. Et vous êtes aussi le témoin d'une époque, puisque à travers deux ouvrages intitulés Point de vue avec un G, donc tome 1 et 2, vous avez fait un recueil de chroniques qui témoignent d'une époque et dans lequel nous allons plonger ce soir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci pour toute la présentation. Ben, c'est avec plaisir. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir celui qui a fait la postface d'un de ces recueils et qui a lui aussi publié un recueil de chroniques, M. Taïb Kennouch. M. Kennouch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Eh ben, je vous remercie. Après moult rendez-vous ratés. N'est-ce pas? Il fallait bien. Il fallait accorder nos emplois du temps. Absolument. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes enseignant, chercheur, sociologue et vous êtes auteur vous aussi de plusieurs publications. Et à l'occasion du SILA, vous avez publié un recueil de chroniques qui s'intitule Des humeurs d'écriture et que nous allons explorer ensemble avec votre aimable concours. Merci d'être parmi nous. Merci aussi. Si vous permettez, je me tourne vers votre aîné. Bien sûr. D'abord, dont vous avez, d'ailleurs écrit la postface pour le tome 1 de son recueil, Point de vue. Cependant, on ne va pas respecter la chronologie, on va un petit peu opérer à rebours, puisqu'on va s'intéresser d'abord au deuxième tome, qui est littéralement brûlant d'actualité, notamment en ce qui concerne la couverture que vous faites du génocide en cours en Palestine et à Gaza. Et parmi les plus remarquables chroniques, il y a celle que vous avez intitulée « Israélisme, sionisme, le nouveau racisme occidental ». Et si vous permettez, je vous citerai avant de vous laisser rebondir. Je vous en prie. Vous dites tout cela, c'est-à-dire toute cette propagande et ce matraquage, a un seul objectif, occuper la terre palestinienne, toute la terre, chasser les occupants historiques vrais, avec l'aide financière, militaire et politique des diasporas juives, tout particulièrement celles bien installées aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne, qui n'ont pas manqué de bien profiter de l'occasion, et vous la mettez entre guillemets, l'occasion fait le larron, en matière d'investissement et d'écoulement d'armes, le nerf de la guerre. On a vu cette approche sanglante et meurtrière, plus terroriste que guerrière, déjà essayée en Europe par les nazis, triste héritage, et leurs amis français, par les Allemands avec les Herero en Namibie, par les Français en Algérie, les Américains au Vietnam et en Irak, et bien avant, entre autres, avec les Osage de l'Oklahoma, sujet d'un film de Scorsese. Et on est effaré de ce bis repetita, alors qu'on nous a tant de fois seriné, plus jamais ça. Et effaré, c'est bien le mot, que vous l'avez bien, il est à sa place. Tellement effaré, et je ne suis pas le seul, parce que de plus en plus d'ailleurs, dans le monde occidental, européen, je ne parle pas avec du monde le sud ou dans le sud global, comme on appelle actuellement, oui. Mais dans le nord global, de façon générale, l'effarement commence à poindre du nez. Enfin, il était temps. J'allais dire, il était temps, mais ce n'est pas encore suffisant, mais je pense que le mouvement est amorcé, et que c'est en train parce qu'il y a un processus cumulatif d'indignation, de protestation. Bon, c'est vrai que ça a commencé comme d'habitude, comme toujours, avec les intellectuels, les étudiants, les enseignants, les ADEC, dans les campus, qu'ils soient des États-Unis ou en France ou ailleurs. Donc, mais le mouvement commence, et on le sent déjà à travers même les comportements ou les attitudes générales et les comportements des individus qui font les médias, qui font l'information. Il y a une certaine prudence. Pourquoi ? Parce que justement, ils commencent à prendre conscience.
même s'ils ont toujours cet engagement pro-sioniste à la limite du racisme, hein, parce que le sionisme puise aussi ses racines, hein, il a plusieurs de ses racines dans un certain racisme. Hein. Certes. Bon, racisme peut-être qui est né peut-être qui est naturel ou l'année d'événements. Ça, bon, comme bon, pour nous par exemple, il y a une certaine catégorie de population européenne en France tout particulièrement, qui puise ses racines dans parce que nous les avons totalement boutés en dehors du pays par les armes et non pas par le. D'où le ressentiment. Donc il y a une sorte de ressentiment qui passe d'une génération à une autre, et on a des genoux, comme dirait je crois que c'est le président qui a dit ça, qui se met à faire de la haute politique alors qu'il ne connaît rien à la politique. Hein, donc là, justement, au niveau de l'occupation, c'est les répressions sionistes israéliennes en Palestine, en Cisjordanie et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe en Palestine, il y a ce qui se passe en Europe même. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez même pas le droit de prononcer le mot génocide, ou là, le sionisme a été criminalisé, le terme. On d'arborer un drapeau palestinien. Voilà. Alors là, n'en parlons pas. La pauvre, la pauvre, non, parce qu'elle est très courageuse, hein, Rima Hassan, oui, qui est magnifique. C'est vraiment, je crois que c'est la femme de la décennie. Oui. C'est la femme de la décennie qui on lui fait mille et une misères. Pourquoi ? Parce qu'elle dit la vérité. Elle décrit la réalité. Et ça gêne énormément les médias, les faiseurs d'opinion du Nord global, hein, à l'exception de quelques pays qui, bon, et tout est lié, parce qu'il y a, bien sûr, on lie tout ça aussi aux intérêts économiques, industriels, le complexe militaro-industriel qui n'est pas qu'aux États-Unis. Hein. Évidemment. Maintenant, on sait bien qu'il est lié à la finance, à la haute finance. Et la haute finance, bon, on ne va pas faire entre guillemets de l'antisémitisme, mais la haute finance, elle n'est pas entre mes mains, elle est entre les mains de ceux qui, vous savez. Oui, voilà. Notamment des Rothschild et compagnie. Oui, mais oui, vous avez dit au début de votre intervention que la mobilisation est partie d'abord des élites intellectuelles et estudiantines. Et justement, dans une chronique, vous faites ce parallèle entre mai 68, auquel vous avez assisté. Ah oui, ça vous rajeunit pas? J'y étais. Vous faites le parallèle entre mai 68 et mai 2024 et vous dites bis repetita. Oui, mais c'est tout. Là, c'est vrai que la plupart des grandes révolutions, des grands changements sociopolitiques, à la source, il y a toujours un penseur ou des penseurs. Et bon, faut pas l'étudiant. Bon, si je prends uniquement cet exemple, je ne prends pas ses enseignants, mais quand même, il est à l'université ou là, il est à la fac, d'abord pour penser. Certes. Penser pour pouvoir par la suite. C'est Knouch qui connaît un peu plus le domaine. Et puis c'est lui moi, qui a entrer dans les détails. Puis c'est lui qui a intérêt à transformer le monde. Il y a eu, vous savez, il y a eu mai 68. C'est les universités. Il y a eu mais ça, comme mai 68, ça a déjà commencé. Déjà, lorsqu'il y a eu la guerre au Vietnam, dans les campus américains, j'y étais aussi. Le hasard a voulu, j'étais en voyage d'études en tant qu'étudiant, et on a vu exactement, c'était le temps de Bob Dylan, de la fumette aussi. Donc il y avait tout ça, et c'était au niveau, ça a commencé, et je me rappelle, on est parti dans des rédactions de journaux où les journalistes étaient effectivement, qui nous recevaient, les rédactions étaient estomaquées par nos prises de position contre la guerre au Vietnam, mais nous, on avait pour exemple aussi les protestations au niveau des universités. Il ne faut pas oublier que même en Algérie, mai 68, mais en Algérie aussi, avant mai 68, je me rappelle, c'était dans les années 66, je crois, ou 65. Il y avait déjà des mouvements au niveau de l'université, et non pas pour
pour demander, disons, à augmenter les bourses ou la laine. Non, non, c'était pour un peu plus de liberté d'expression, un peu plus de liberté d'action. Voilà. Donc, et par la suite, on a eu, et ça se répète. Et ça se répète, c'est incontournable. C'est incontournable, c'est toujours l'étudiant. Vous savez, la révolution algérienne aussi. Oui, d'ailleurs, il y a eu la mémorable grève du 19 mai. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas que la grève, mais même, disons, la mobilisation. Au niveau de l'émergence de la pensée. Bon, à la base, il y a la révolte populaire, c'est vrai, comme arme suprême, certes. Mais comme idée, bah, il faut relire un peu de nos classiques lorsqu'on arrive à les découvrir, hein, parce que c'est pas. Donc... c'est justement aussi le travail que vous effectuez, entre autres, dans votre site almanach.com, qui est une véritable mine d'or. Merci pour le compliment. Et d'ailleurs, on y trouve aussi les citations des auteurs dont vous chroniquez, au moins, à tout le moins, de manière hebdomadaire, les ouvrages, puisque vous êtes aussi un veilleur et un chroniqueur de la littérature algérienne. Et c'est cette compilation de citations que vous faites par exemple dans une chronique qui s'intitule Free Palestine, encore et toujours, et où vous citez entre autres Ali Hammouten lorsqu'il dit « On n'arrête pas un mouvement populaire par la force ». C'est l'aveuglement sioniste qui ne comprend pas cela. Et vous citez aussi, vous citez un auteur qui dit « La lutte sans contrepartie pour une cause juste, quels qu'en soient les obstacles, donne des ailes. Ceux qui n'ont pas connu pendant leur jeunesse le bonheur de lutter pour défendre leurs principes ont manqué une étape essentielle de leur vie. » C'est Radewski Marie-Claude, Le théâtre de la vie, mémoire d'une avocate engagée. Oui, c'était une avocate qui était installée, qui est très engagée, très très jeune. Justement, il y a ça aussi au niveau de la mémoire. C'est une étudiante d'origine juive, hein, américaine, mais qui s'est engagée dans la révolution algérienne très très jeune, et elle s'est rendue à Paris, elle est partie, elle s'est exilée entre guillemets aux États-Unis contre l'avis de ses parents à Paris, et elle a connu des révolutionnaires algériens, elle a travaillé et elle a lutté avec eux à sa manière, et puis après 62, elle s'est installée pendant plusieurs années en tant qu'avocate ici à Alger. Et elle a fait 2 bouquins d'ailleurs qui sont formidables sur les femmes algériennes, entre autres, les femmes révolutionnaires, etc. Et elle est toujours vivante, je crois qu'elle est dans elle gère sa retraite aux Canaries ou quelque chose comme ça. Et vous citez une autre écrivain, Regina Snifer, écrivaine libanaise, qui dit « Avant Gaza, le monde entier était colonisé. » Et oui, on pouvait presque rien dire sur l'entité sioniste. Gaza est en train de nous libérer. Le monde qui était à la dérive est sans boussole. Et la Gaza est apparue d'un seul coup. Paradoxalement, avec toute cette souffrance et cette douleur, elle nous a ramenés à notre humanité, nous a ramenés à la boussole morale. Vous savez, les événements, on pourra dire tout ce qu'on voudra sur les événements du 7 octobre, ce qui s'est passé. Oui, l'offensive. On pourra dire tout ce qu'on voudra, mais d'abord, il faut remonter le temps. Le problème de la Palestine, ça ne date pas du 7 octobre. Certes. Mais ça a permis de mettre en exergue, à nu les comportements génocidaires des Israéliens. Et aussi ainsi que de leur soutien, qu'ils soient juifs ou autres, hein, oui. Parce qu'ils ont des soutiens. Donc ça a permis de remettre sur le tapis l'immense problème de l'existence de la Palestine. De la Palestine en tant que quantité disons, qui comprennent un petit peu tout le territoire qui se trouvait occupé ou non occupé. Oui. Donc c'est vraiment, ça a été un moment révélateur. Un moment révélateur et qui a... Bon, et j'allais dire, malheureusement, il y a beaucoup de dégâts qui sont... Mais c'est un moment positif, très positif pour la cause palestinienne. Et ça a fait beaucoup plus pour la cause palestinienne que tout ce qui a été fait auparavant. Oui, et que tout le verbiage... ou la manifestation, manipulation, un truc... et donc, c'est quelque chose qui a mis à nu et qui a, devant leurs responsabilités, aussi bien... Et d'ailleurs, on le sent, même d'après ce qu'on lit, de ce qu'on a, même en Israël,
la partie qui est copiable. Ça bouge. Certes. Ça bouge au niveau de la population parce qu'ils s'aperçoivent de plus en plus qu'ils sont entre les mains ou sous la coupe d'un gouvernement complètement débile, pas débile, complètement Nazi. D'ailleurs, vous faites ce parallèle-là et cette rétrospective historique, on va y arriver. Cependant, si vous permettez, on va se tourner vers notre sociologue, M. Tayyip Knouch, et ses humeurs d'écriture. Là aussi, vous oscillez entre des chroniques politiques insérées dans leur époque et qui témoignent d'une époque, des luttes, des enjeux liés à des questions économiques, sociopolitiques, etc. et à des chroniques un peu plus intimistes. Et d'ailleurs, et vous le faites dans une plume magnifique, car là, l'aspect littéraire est beaucoup plus prégnant que chez votre confrère. Et si vous permettez, on va entrer dans le vif du sujet, justement à travers votre plume, puisque vous nous dites dans votre avant-propos, m'aurait-il seulement permis quelquefois, ces chroniques-là, de m'interroger sur des faits ordinaires et de me questionner, souvent sur moi-même. Je ne le sais pas. Je sais cependant que par ces écrits qui ont porté sur le petit rien, le minuscule, le banal, l'éphémère et le fortuit, parfois aussi le grave, souvent d'ailleurs le grave qui se cache derrière le fortuit, j'ai voulu sûrement laisser quelques traces, même minuscules, mais cependant utiles pour dire l'inavouable vanité que j'ai eue d'avoir existé. Nul doute aucun que j'ai accédé à l'âge nécessaire pour m'octroyer aujourd'hui le droit de vitupérer le temps présent. Beau privilège. La nostalgie est une mémoire dépoussiérée, très souvent bien reluquée, mais c'est de la culture surtout, car tout bonnement, du temps qui nous file entre les doigts, nous n'en gardons que ce qui nous reste au creux des mains. Et ce reste, qui n'est presque rien, peut néanmoins tout dire de notre génération aux jeunes qui auront à nous continuer dans l'écriture de leurs romans. Ils auront à leur tour, et je l'espère au plus profond de mon cœur, à vivre d'autres indépendances et bien d'autres joies qui, avec l'âge, leur apprendront que la nostalgie pour les anciens ne fut guère qu'une ruse pratiquée pour rebrousser le chemin. Oui. Oui, effectivement. C'est presque un désaveu à la fin que vous vous faites à C'est vous. presque un désaveu parce que, effectivement, je peux penser avec certains que la nostalgie, c'est quelque chose parfois de rédhibitoire, n'est-ce pas? Mais je considère que, finalement, arrivé à l'âge qui est le mien, c'est le temps de l'apaisement, n'est-ce pas? Hein? C'est le temps de l'apaisement. Je considère qu'effectivement, la nostalgie, on en a besoin pour la simple raison qu'on ne peut pas être nostalgique sans culture. N'est-ce pas? Et on ne peut pas non plus être dans l'amnésie si on est nostalgique. C'est la raison pour laquelle, en fait, ces chroniques, elles sont surtout un tissage entre des coups de gueule et des coups de cœur, voyez-vous. D'où le titre d'ailleurs. D'où le titre en fait, parce que je ne me sens pas avoir une âme d'écrivain ou une âme de romancier. Je réagis simplement à la façon dont certains événements peuvent susciter en moi des émotions. Et c'est des émotions que je respecte et je les respecte tellement que je voudrais les faire partager avec des éventuels lecteurs ou lectrices. Et pour parler de cette nostalgie, je crois que je fais partie quand même d'une génération qui peut finalement être faite d'une partie amputée de son enfance, voyez-vous. Je me considère comme étant un enfant de la guerre. Et c'est de ce point de vue, d'ailleurs, que dans ces chroniques, il y a cet enfant qui passe d'un écrit à un autre. Cet enfant qui paraît un peu inachevé. Et je voulais me compléter par ces textes. J'ai voulu courir derrière cet enfant dans les endroits où je l'ai vu naître, dans les espaces. Parce qu'en fait, il n'y a pas de culture sans espace non plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me compléter, en quelque sorte, par ces textes, compléter cet enfant que je sentais être inachevé en moi, parce que je suis un enfant de la guerre. Mon enfance, elle m'a été un peu détournée, ou mon enfance ne m'a pas été bien racontée. Et c'est la raison pour laquelle le seul conteur qui m'a restitué, qui m'a remis à l'endroit alors que j'étais à l'envers, c'était ma mère, par tous les contes qu'elle me racontait quand j'étais enfant. Donc c'est la voix d'un adulte, évidemment, ces chroniques, mais derrière la voix de cet adulte, c'est quand même l'enfant qui essaie de se compléter.
Oui, d'ailleurs, l'enfance est au cœur de ces chroniques, la poésie aussi. Et ce passage l'illustre à merveille. Si vous permettez, on va le découvrir ensemble et vous pourrez le commenter. Vous dites j'enrage. En fait, vous parlez des poésies de votre enfance que vous avez, qui chantent dans votre tête, mais que vous avez ensuite du mal à compléter. Et donc vous dites j'enrage. On est presque dans un processus proustien d'essayer de retrouver le souvenir et la bonne phrase. J'enrage et fais reprendre à ma mémoire paresseuse ces élans pitoyables et vains qui ne donnent rien. J'épelle à mi-voix, les yeux à peine ouverts pour retrouver le sésame d'une grotte fermée sur tous les mots, comme un trésor entassé, pêle-mêle, que seul, sans l'aide d'aucun voleur, j'ai allègrement chapardé durant des jours, des mois, des années, de tous les poèmes appris par cœur et avec emphase déclamés. Toujours rien. Pas moyen de trouver la suite. Suffirait-il de gratter par-ci, de dépoussiérer par-là? Peut-être. Mais c'est si loin pour moi désormais, la cour d'école où l'on se cassait la gueule à la récré. C'est si proche aussi, car je sens y avoir gardé encore un pied. Voilà pourquoi je ressens en moi ces mots, si vivants lorsque je ferme les yeux. Dans mon esprit embué, toute cette imagerie verbale se met à palpiter et à battre encore comme un petit cœur obstiné. Suis-je fait des ruines de mon enfance? Absolument, oui, quelque part, oui. Mais c'est quand même une enfance qui cherche effectivement à se reconstruire par la façon avec laquelle elle s'est mise sur la recherche d'une enfance. Voyez-vous, je crois que de tous les âges, l'enfance, c'est l'âge qui dure le plus ou le plus lointain possible. Oui, vous citez souvent Nietzsche, et c'est lui qui disait le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant. C'est d'avoir été enfant. Et on n'oublie jamais. On n'oublie jamais ce bonheur, on n'oublie jamais ce blessure, si tant est que la naissance soit une douleur ou soit au contraire un bonheur, on n'oublie jamais d'avoir été enfant. Et je crois que c'est un âge permanent. C'est un âge permanent qui fait que justement, pour ceux de ma génération, c'est un âge qui avait été bousculé parce que nous avons déjà appris une mort qui vient sans maladie, qui vient pour rien. Qui vient de manière gratuite parce qu'on enlève la vie à ceux qu'on exploite, à ceux qu'on colonise. On ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir d'autres humains qui ne sont pas comptables de notre vie. Et pourquoi je parle comme ça? Parce que finalement, mon enfance est pleine d'images douloureuses. Nous avons vu tant de morts autour de nous, voyez-vous. Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote. Je fais partie d'une petite ville de l'Est de l'Algérie, où chaque fois qu'il y a une embuscade pas très loin de cette petite ville qui est entourée de tant de montagnes, qui pullulaient donc de moudjahidines, quand l'armée française arrivait finalement à en tuer 2 ou 3 dans une embuscade, elle les ramène et elle nous les étale comme ça sur la place publique et elle obligeait même les écoliers et toute la population à venir les regarder pendant presque toute la journée. Et là, ça se passe pour des enfants que nous étions. C'est-à-dire que finalement, et c'est la raison pour laquelle je considère que la mort m'a toujours fait vivant, j'avais besoin finalement de continuer de vivre pour me compléter par tous ces morts qui m'ont tué quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les gens de ma génération, c'était déjà des gens qui ont du monde d'autres intuitions. C'était des intuitions qui ne sont pas toujours belles. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens qui sont passés par des universités passent par des foyers d'indignation. Il n'y a pas meilleure institution pour s'indigner que l'université. Et je crois que parce que je suis universitaire, et c'est grâce à l'université que je me suis socialisé, je me suis socialisé en ayant un savoir, mais surtout en me mettant en question, c'est-à-dire que l'université m'a donné les moyens de m'interroger sur moi-même, mais c'est parce que j'ai eu peut-être cette capacité ou cette possibilité de m'interroger sur moi-même que j'ai trouvé en moi cet enfant tapis, inachevé, que je devais absolument compléter. Et c'est comme ça que je suis allé de texte en texte à des temps, à des espaces où il a joué. Et j'ai voulu le rencontrer. Et c'est là où, en fait, je n'étais pas de la veine de Proust, parce que Proust était vraiment
à la recherche du temps perdu. Moi, j'étais à la recherche d'un temps qui était là et que j'ai retrouvé. Et par ces textes, j'ai pu les retrouver et c'est là où je comprends avec Barthes que écrire, c'est presque un dévoilement. Et en écrivant, je me suis aperçu de beaucoup de choses que j'avais ignorées. J'étais dans l'ignorance que ma mère était alphabétisée en arabe, parce que pour moi, quelqu'un qui savait lire, il ne pouvait lire que le français. À part, si tu ne sais pas lire le français, c'est-à-dire que tu ne sais pas lire du tout. Alors que j'étais complètement dans le déni que ma mère parlait l'arabe, elle pouvait l'écrire, et j'ai oublié cela, parce que ma mère n'était que ma mère, je ne pouvais pas voir la personne qui était dans ma mère, la personne, je ne la voyais pas. C'est ma mère, il suffisait que cette femme qui était en face de moi soit seulement ma mère. Pardon de vous interrompre, dont vous dites pourtant que c'est elle qui vous a transmis le goût du beau. Absolument, c'est elle qui m'a transmis le goût du beau. C'est parce que lorsque je reviens de cette place publique, et je crois que les psychologues algériens devraient se penser cette façon de laquelle nous avons été dilapidés de notre enfance, ou de la façon dont le colonialisme a saccagé notre enfance. Voyez-vous, nous sommes des êtres résilients, on aurait pu finalement être dans les plus grandes des vengeances, on aurait pu finalement continuer à cultiver le plus grave des ressentiments vis-à-vis de l'autre, mais au contraire, je crois que chacun a eu une mère qui finalement, par les mots, par les contes qu'elle lui raconte, elle a effacé finalement toutes ces douleurs qui aujourd'hui nous laissent quand même en paix. Et est-ce que l'universitaire et le sociologue que vous êtes dirait que finalement l'enfance est une détermination dont on passe la vie d'adulte à essayer de la transformer? Oui, évidemment, on la sublime aussi, n'est-ce pas? On la sublime parce qu'elle n'est plus là, mais l'enfance elle-même avec l'âge adulte devient presque une rêverie, parce que l'enfance c'est fait par des rêveries, voyez-vous. L'enfant se fait par des rêveries, et les rêveries se disent par ses propres mots, parce que je considère que le conte, c'est quand même cette façon de garder le cordon ombilical avec une mère, voyez-vous. Et je crois que je me suis souvenu en écrivant ces textes que ma mère m'a tellement raconté d'histoires. Et les mots de ma mère ne sont pas seulement que des mots, ce sont des images, ce sont des sentiments, c'est de la douceur, c'est de la tendresse, c'est des peurs, c'est des craintes. Je ne voyais pas ma mère me parler, je voyais finalement toutes ces expressions, tous ces mots prendre une véritable expression sur le visage de ma mère. Les mots disent bien d'autres choses que des mots pour moi. Justement, cette importance de la transmission orale, vous la signalez notamment à travers des figures de votre enfance, et celle de Ma Barkahum, qui elle aussi vous a transmis beaucoup. Absolument, oui. Je crois que Ma Barkahum, c'est la première personne âgée que j'ai rencontrée de ma vie. C'est la première vieille que je rencontre dans ma vie. Et j'ai passé mon enfance dans la maison de mon grand-père à Constantine, où finalement je ne pouvais pas imaginer que les gens vivaient très riches dans un ameublement, dans un décorum très pauvre. Il n'y avait pas tellement d'objets dans les chambres que les gens habitaient. Un simple lit, une simple commode, et voilà tout l'ameublement des pièces de ces locataires qui habitaient chez mon grand-père. Sauf que chez Ma Barkahum avait d'autres objets qui finalement n'étaient pas des objets utilitaires. C'était pas un lit à baldaquin, c'était pas une armoire à glace. Non, c'était d'autres objets. Et je pensais que jusqu'à présent, je ne sais pas si Ma Barkahum était collectionneuse de quelque chose, mais pour moi, ces objets étaient étranges. Ils m'interpellaient parce que je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'elle a pu les avoir? D'où elle les a pu les avoir? Qui a pu lui transmettre ces objets? C'est-à-dire que finalement, Ma Barkahum, c'est une énigme d'une chaîne qui, pour moi, dans quelques maillons, se sont détachés. Nous les avons peut-être perdus. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, nous sommes dans la difficulté de nous raconter de la manière la plus complète, de la manière la plus totale. Parce que moi-même, je ne sais pas me raconter de manière totale. Qui le saurait? Et qui est totalement transparent à lui-même? Ah, ça, effectivement, il faut se poser la question de savoir, et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à écrire. Par l'écriture, c'est une trace qu'on laisse derrière nous, c'est un vestige que nous devons restaurer, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous lire, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de passer par de telles émissions pour garder quelque chose de nous.
Et vous dites justement, vous évoquez des figures, notamment la figure paternelle, à travers la grande maison de Sidi Djlis. Sidi Djlis. Et vous dites, nous ne sommes faits que de ceux que nous aimons et de rien d'autre. Absolument. Parce que je crois que finalement, nous avons eu le temps d'apprendre comment pardonner à l'autre, parce qu'on se pardonne beaucoup de choses à nous-mêmes. Donc, essayons d'être faits simplement par les gens que nous aimons et qui nous aiment. Et vous dites dans une autre très belle chronique, les agates. Oui, les agates. Vous dites, c'est au Vietnam que je continue d'apprendre que la mort est incolore, même quand le deuil singulier de l'homme l'habille un peu partout de différentes couleurs. C'est dans ce pays où tant de fois je me suis senti douloureusement meurtri, dans tous les enfants et dans toutes les femmes du hameau de Millet, sauvagement assassinés. Mais je ne meurs jamais tout à fait. Voilà pourquoi bien plus tard encore, je me suis retrouvé habitant une modeste maison blanchie à la chaux, à l'ombre des oliviers de Deir Yassin, en Palestine, où du soleil brûlant d'avril est sorti à midi la mort chauffée à blanc pour prendre la vie de tous mes voisins innocents. Vous dites encore, mais c'est aussi à Beyrouth Ouest, au mois d'un septembre d'abord rouge avant de devenir noir de colère, à Sabra et à Shatila, que par 2 fois je fus simultanément tué dans ces 2 camps de réfugiés où la mort est venue me trouver. Et c'est à partir de ces lieux où toutes mes tombes sont restées sans sépulture que je continue sans surprise de me reconnaître vivant dans le visage que me donne chaque matin le miroir. Et chaque fois je refais, sans hésitation aucune, le même choix d'être moi, autant dans mes paradis que dans mes enfers. Je suis fait de toutes ces morts qui m'ont conservé en vie, encore et pour continuer de sentir sur tout mon corps l'odeur du bois brûlé qui a servi à enfumer mes oncles paternels des Ouled Sbeh et mes oncles maternels des Ouled Riyah, morts par centaines dans les grottes du Dahra où ils pensaient se protéger. Cette odeur de brûlé est devenue ma seconde peau. Aucun parfum n'a pu jusqu'alors la faire disparaître ou la masquer, sauf celle du napalm déversé avec générosité sur nos douars et nos meshtas pour les raser à jamais. Oui. Nous sommes faits aussi de tous ces Nous morts. sommes faits de tous ces morts. On ne peut pas simplement être que du vivant. Et pardon de vous interrompre, mais vous ne parlez pas seulement de nos morts algériens, vous parlez des morts du Vietnam, de la Palestine Oui, et d'autres encore. Et c'est ce qui manque aux génocidaires aujourd'hui, aux impérialistes, c'est cette capacité de se reconnaître dans l'autre, et c'est ce qui fonde l'humain finalement. Absolument, absolument. Je crois qu'il y a une certaine sagesse chez nous, peut-être dans notre culture, que beaucoup de gens ont oublié, mais la mort de l'autre, c'est ma propre mort, voyez-vous. Et je ne peux pas m'imaginer vivant si je ne me sens pas fait de toutes ces morts-là. Et c'est des morts que nous devons absolument aussi honorer par le souvenir que nous devons avoir de ces morts-là, parce que et c'est ça l'histoire en fait. L'histoire se fait aussi par la douleur, parce qu'on n'a pas besoin d'être amnésique. Si nous oublions ces morts, on tombe dans l'amnésie. Et je crois que lorsqu'on tombe dans l'amnésie, on n'a même plus à chercher à écrire, parce qu'écrire, c'est laisser des traces, voyez-vous. C'est pourquoi il me semble avoir un peu de vanité d'avoir écrit cela pour dire, oui, c'est pour que je puisse quand même dire que, voilà de quoi je suis fait. J'ai existé, mais j'ai existé avec tous les morts que j'ai pleurés, que les morts que j'ai défendus, que des morts que j'ai voulu protéger, de tous les criminels que j'ai dénoncés. Je crois que finalement l'humain a besoin de revenir à lui-même, et pour revenir à lui-même, l'humain aujourd'hui a besoin d'être philosophe. Je crois que finalement le monde se trouve être aujourd'hui interprété, expliqué par des catégories seulement marchandes. Je crois que nous avons besoin de philosophie. Certes, nous avons aussi besoin de replonger justement en nous et en ce qui fonde l'humain. Et vous dites dans la maison abandonnée de mon père, c'est une très belle phrase, il y a chez vous. Vous dites d'abord en ce qui concerne la nostalgie, vous dites « j'aime la nostalgie », c'est dans les agates, « j'aime la nostalgie car c'est par elle que le temps reste heureusement impuissant à gommer le goût de la réglisse et de la guimauve qui s'est à jamais déposé sur mes lèvres. J'aime la nostalgie car elle me permet de continuer toutes les joyeuses parties de billes et de toupies que le temps a arrêté de faire tourner en nous faisant, mes camarades et moi, grandir trop vite. » Et dans la maison abandonnée de mon père, vous dites « c'est parce que j'ai un cœur en poussière que je continue d'aimer cette maison abandonnée. » Oui,
Oui, parfois j'ose certaines images qui, comme ça, j'arrive à accrocher. Elles me semblent être suspendues au-dessus de mon imaginaire. Oui, je suis fait en poussière parce que et je crois que cette poussière, c'est une forme d'engrais qui me garde vivant pour ne pas oublier. Certes. Et on va justement parler du devoir de mémoire dans un petit instant avec un autre aspect de votre ouvrage. Cependant, si vous permettez, puisqu'on a parlé de génocidaires, je reviens vers M. Belkacem Hassan Jaballah et ses points de vue. Et on avait parlé en début d'émission de ce plus jamais ça qu'on avait brandi, mais on se rend compte aujourd'hui que si l'hitlérisme a été vaincu, le nazisme comme matrice idéologie, lui, continue de sévir, et c'est ce que vous faites ressortir dans différentes chroniques. Par exemple, lorsque vous dites Hitler, Netanyahou, c'est kiff-kiff pareil, et dans un autre parallèle, vous dites sioniste et OAS, c'est kiff-kiff pareil. Oui, non, mais c'est... En fin de compte, tout à l'heure, le professeur que nous, je parlais c'est-à-dire déjà, tout enfant, il est déjà sociologue. Hein. Certes. La sociologie. Non, il me semble. Il a ce regard acéré. Déjà. Non. Donc, non, je veux dire que c'est effectivement l'étude des sociétés était très, très, très importante hein, dans ses détails, dans ses comportements, à travers son histoire. Et lorsque, effectivement, il me semble que tout particulièrement au niveau de l'Occident, tout particulièrement, peut-être il y a eu tellement une accumulation extraordinaire de guerres, de conflits. Depuis la nuit des temps, ils n'ont vécu que de guerres, que de conflits, que de confrontations, que de morts. Et pour eux, et c'est devenu, en quelque sorte, c'est quelque chose de banalisé. Tellement banalisé qu'aujourd'hui, ils ont déjà oublié tous les crimes qui ont été commis il y a peu, mais n'empêche, ils recommencent et sans tenir compte des leçons de l'histoire. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette accumulation la plupart des grandes guerres, c'est en Europe. C'est pas la plupart des grandes guerres ont été le début meurtrières, les plus meurtrières, c'est en Europe. La plupart des répressions religieuses, culturelles, c'est en Europe. Enfin, en Europe, je veux dire, en Occident. La plupart des grands génocides, ça s'est passé en Europe, en Occident. Ça ne s'est pas passé. Et donc, il y a je ne peux pas dire le culte de la mort ou quelque chose comme ça, alors que nous avons le culte du vivant, en quelque sorte. Le culte du vivant, c'est-à-dire même on sait qu'il y a la mort au bout, il y a cette sacralisation de la vie. Mais eux, nous, disons, nous vivons. Eux, ils sont déjà dans un monde fait de mort, de nihilisme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on le voit à travers tous les conflits qu'il y a actuellement. Mais il y a aussi cette réflexion qu'on fait souvent, que l'entité sioniste, qui a pour principal tuteur et sponsor les États-Unis, or les États-Unis eux-mêmes sont fondés sur un génocide. Ben oui, c'est ce que, effectivement, les fondations premières, disons, des États-Unis d'Amérique, ça parle le génocide de la population amérindienne, enfin, la population indigène, comme on dit. Oui. Donc ça a commencé, et ça, j'allais dire, ça dure un petit peu, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des réserves indiennes qui sont celui qui a soutenu l'apartheid en Afrique du Sud, c'est aux États-Unis, ça. Et jusqu'à maintenant, il y a, avec les nouveaux dirigeants américains, il y a encore de temps en temps, il y a de ces sorties. On voit ce qui s'est passé dernièrement lorsqu'il a reçu le président sud-africain, le président américain, concernant un soi-disant génocide contre la population blanche. Oui, l'inversion accusatoire, oui. C'est extraordinaire. Donc, c'est ce qui... pour ce qui se passe, par exemple, pour l'entité sioniste, pour Israël, c'est un héritage
un héritage tout particulier. Parce que la plupart des génocidaires israéliens, ce sont surtout les populations qui sont israéliennes, issues L'Europe de l'Est. d'Europe de l'Est, qui ont, d'ailleurs, c'est vrai, qui ont vécu les répressions nazies, c'est vrai, leurs parents ont souffert, c'est vrai. Il y avait le nazisme, il y avait, même il y a eu d'autres philosophies politiques qui les ont réprimées. Et donc il y a eu comme une sorte d'héritage qui se transmet, mais malheureusement, c'est maintenant, en quelque sorte, on se défoule sur ce qui leur tombe sous la main, et sur les populations palestiniennes, arabes, etc. Et le drame, c'est que c'est même au niveau des pays occidentaux eux-mêmes, il n'y a qu'à voir les diasporas du Sud, qu'elles soient algériennes, arabes, africaines, etc. Elles ne vivent pas dans la soie. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de chroniques que vous avez écrites qui reviennent sur ce racisme structurel. Heureusement, et ça aussi c'est un sujet, heureusement qu'il y a, on parlait tout à l'heure de résilience, de résistance, heureusement qu'on est assez, justement on aime tellement, en fin de compte on aime tellement la vie que même les faiseurs de mort n'arrivent pas à nous. Et dans une chronique qui s'appelle l'échec de la Hasbara, c'est-à-dire l'échec du mensonge, vous parlez de cet essoufflement du mensonge sioniste, et il y a un parallèle que j'ai fait avec une autre chronique dans Point de vue numéro 1, où vous parlez de l'asymétrie des idioties. C'est vrai que l'essoufflement du mensonge sioniste, que le mensonge sioniste commence à s'essouffler, mais cependant, il a pour lui la force de la propagande, mais il a pour lui aussi ce principe de l'asymétrie des idioties que vous nous faites découvrir. Vous dites dans cette chronique, connaissez-vous la loi de Brandolini, ou principe d'asymétrie des idioties, en anglais Bullshit Asymmetry Principle. C'est un adage ou aphorisme énonçant que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. C'est-à-dire qu'il ne coûte rien de mentir ou de produire des sophismes, mais pour les déconstruire, c'est tout un travail. Et vous dites, vous faites le parallèle, vous le rapprochez de l'aphorisme cité par Lénine dans sa lettre aux camarades, où il dit « Un imbécile peut poser à lui seul 10 fois plus de questions que 10 sages ensemble ne sauraient en résoudre. » Je crois que même le professeur Knouch est d'accord. Absolument. Non, effectivement, c'est-à-dire le drame. Enfin, c'est comme on dit tout, il y a un grand drame avec le sionisme, etc. C'est que ils ont eu beaucoup plus conscience de toutes ces, disons sur le plan sociologique, hein, Oui. c'est-à-dire ils ont vraiment poussé jusqu'au bout les analyses psychosociologiques, hein, et ils ont élaboré en parallèle à leur stratégie militaire, etc., toute une stratégie de la communication. C'est ça la Hasbara. Oui. Voilà, en fin de compte, c'est une appellation déposée à un de mon niveau militaire, qui est, la Hasbara, c'est en fin de compte, c'est un plan de communication mondialisé, scientifique, qui est sous la tutelle de son armée, et qui essaime à travers le monde et qui ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a pas d'interférence politique, politicienne. C'est vraiment, et c'est ce qui se passe en fin de compte. Et ce n'est pas, disons, une accusation comme ça. Vous ouvrez Wikipédia, vous trouverez que la définition, c'est quoi, et ils s'en vantent. Le drame, c'est qu'en parallèle, c'est que chez nous, disons, c'est-à-dire il y a des stratégies de communication, mais elles changent au fil des humeurs, au fil des changements politiques, des humeurs politiciennes, et automatiquement, on ne peut pas, que ce soit au niveau du monde arabe ou du monde, on ne peut rien faire contre on peut difficilement réagir contre les mensonges qui sont distillés, disons, de façon insidieuse, de façon... Le volume est impressionnant. Voilà. Plus qu'impressionnant, puisque la preuve,
c'est que jusqu'à ces derniers temps, avec tout, il y a eu quand même, peut-être 100 000 morts palestiniens qu'il y a, Oui. dont peut-être 70% de femmes et d'enfants, Oui. ce qui est abominable, c'est plus que génocidaire. Moi, je crois qu'il faut inventer Autre chose. un autre mot, hein, mais monsieur. Vous parlez d'humanicide d'ailleurs dans Non, non, c'est un truc, c'est quelque chose de, c'est inconcevable. Et mais malgré tout, ça commence un petit peu à changer, mais il a fallu quand même, combien de morts faut-il? Il faut 1 million de morts, 2 millions, 3 millions. Mais pour revenir à Lénine justement, Ah, moi, là, il y a l'inévitable retour du réel et les faits sont têtus. Chez nous, il y a eu combien depuis 1830, il y a eu peut-être, je crois, 8 millions de morts, ou 7 ou 8 millions de morts, mais non, mais malgré tout, c'est nié, ma kanch menha. On va revenir justement cette fois-ci à une figure qui vous est commune aussi dans un ouvrage qui s'intitule La pensée sociologique et les mutations nouvelles, dédié à Lincoln. Une chronique qui figure dans des humeurs d'écriture a été reprise dans cet ouvrage collectif et vous avez connu personnellement Lincoln, d'ailleurs vous le taquiniez souvent en l'apprend dans cette chronique, vous lui disiez n'oublie pas que tu dois mourir debout puisqu'Ali vous l'évoquez avec beaucoup de tendresse dans cette chronique. Ah oui, parce qu'Ali Allah yarhamou était une personne très tendre aussi. Ali Wedge. Oui, et je crois que j'ai voulu la reprendre parce qu'elle était pour moi très importante, voyez-vous. Elle est pour moi très importante parce que je crois que nous avons été dans l'incapacité, nous les universitaires, à constituer un champ d'intellectuels parce qu'on s'ignore royalement. Voyez-vous. On ne se lit pas. C'est le drame d'ailleurs. Bourdieu, que vous citez souvent, dit que la première sanction d'un auteur, ce sont ses confrères. Absolument. Absolument. Et je considère que Ali, Allah yarhamou, je ne voudrais pas qu'il meure de foi. Je voudrais au contraire qu'après sa mort, nous puissions tout faire pour le rendre vivant chez nous, le faire revenir à son université qu'il ne devrait jamais quitter. Et comment le faire revenir? C'est quand même pour en parler, pour faire des séminaires, je ne sais pas, donner un nom à un amphi, à une salle. Je crois que nous avons eu très peu d'universitaires et les peu d'universitaires qui nous restent sont presque dans l'oubli avec ceux qui sont disparus, que nous avons perdus. Et d'ailleurs, regardez, si on doit encore continuer à parler de Aliouet, Allah yarhamou, c'est comme ça que les intimes l'appellent, n'est-ce pas, Aliouet. Il a fait partie d'une prestigieuse promotion à l'école normale. C'est quand même une promotion que nous devrions finalement, de laquelle nous devrions nous approcher, parce que regardez, c'était vraiment une promotion pleine de richesses. Il était avec Saïd Laïb, Allah yarhamou, il était avec Jarloul, tout ça c'est la même promo. Il était avec Saïd Chekhi, il était avec Ahmed Ben Naoum, il était avec Dahou Djerbel, il était avec Mohamed Boukhalfa. Je considère que finalement ces gens-là, nous les avons, c'est comme si vraiment ils n'ont jamais existé. J'ai l'impression que justement nous avons fait fonctionner notre université dans une sorte d'amnésie qui devrait aujourd'hui s'arrêter. Il faudrait qu'on arrête parce qu'on ne peut pas imaginer que nous puissions continuer à produire des intellectuels. À produire des intellectuels pour que très vite ils puissent finalement disparaître. C'est comme si jamais ils n'ont eu à exister. Et ça c'est le drame chez nous. Le drame de l'intellectuel, c'est qu'il n'est pas lu déjà par la majorité des intellectuels, par eux-mêmes. Je crois que, bon, on peut finalement dire personne n'est prophète chez lui, mais nous voudrions enfin quand même que nous ayons un peu de prophétie. Sauf que l'intellectuel n'est pas un prophète, justement. Il ne divinise pas, il ne vaticine pas, il pense. Absolument, il essaie de penser. Je considère que c'est un drame auquel il devrait échapper. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'université doit servir à cela. Parce que ces gens-là, quand même, ils ont écrit, et tout ce qu'ils ont écrit fait partie ou devrait faire partie d'un patrimoine herméneutique qui est le nôtre, parce que nous ne saurions plus comment nous dire. C'est comme si finalement nous naissons chaque fois nouveaux au premier jour. Et comme la nature a horreur du vide, c'est en ne connaissant pas nos intellectuels qu'on importe. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours dit par l'autre. Voilà. Oui, exactement. On est toujours dit par l'autre.
alors que nous savons nous dire par nous-mêmes. Et je crois que c'est très important finalement d'apprendre à nous dire par nous-mêmes. Et si on arrive à cette capacité de nous dire par nous-mêmes, cette capacité ne peut finalement être possible que si on commence par se lire, nous tous. Voilà. Et je crois, et moi je suis très... comment vous dire, je vous remercie Wallah, de garder cette émission toujours pérenne, et je lui souhaite vraiment une longue vie, parce que c'est là où effectivement on peut encore parler. Ben, elle durera autant que durant les auteurs qui l'alimentent finalement, puisque c'est par vous qu'elle vit d'abord et par les chers amis qui nous suivent. Et je rappelle votre recueil de chroniques des humeurs d'écriture, préfacé par Mohamed Mabtoul et avec une postface de Ala Bahsba. Merci beaucoup, professeur Kennouch. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Parmi nous. Et le mot de la fin revient à l'aîné dans son texte, puisque lui aussi a consacré une chronique à Ali El-Kenz. Oui, oui. Et puisque le temps manque pour développer plus longuement, je vous laisse tout simplement parler dans le texte. Un homme hors pair et un intellectuel arabe et universel engagé. Un chercheur critique et rigoureux, vous citez différents témoignages. Un chercheur critique et rigoureux, un homme fidèle à ses principes tout en restant profondément humble. Okay. Un chercheur taillé pour traiter l'expérience plébéienne en Algérie, celle de l'expérience et de l'ascension à la dignité politique humaine. Un homme de science et de raison, un homme de cœur et de passion. Bref, vous dites, un homme-monde dans le sens où sa vision et sa posture intellectuelle illustraient l'ouverture et les dépassements des cadres limitatifs. Ali El-Kenz, un homme et une œuvre à découvrir, entre autres dans ce recueil de chroniques, mais aussi dans son œuvre. Et ce recueil pourrait en être une introduction, la pensée sociologique et les mutations nouvelles. C'est un intellectuel, c'est un écorché vif. Moi, je crois qu'il est mort d'Algérie. Il est mort d'Algérie. Et on peut retrouver aussi ces formules à l'emporte-pièce dans Point de vue de Belkacem Hassan Jaballah en 2 tomes. Merci beaucoup, M. Belkacem Hassan Jaballah. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Kennouch. Un réel plaisir de vous Allah. avoir. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah kun khfaf alaykoum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.